14. Alors pour ce cours, comme je vous l'avais déjà annoncé, la première heure, on va parler de choses qui vont généraliser un petit peu tout ce que nous avons vu depuis le début, dans des cadres assez différents. Donc notamment un cadre très intéressant qui pourrait être l'espace des fonctions. Okay, et puis donc cette partie-là va durer 1 heure, j'ose espérer. Et la deuxième partie sera consacrée à la révision pour l'examen 2, l'examen final. Et je vais vous donner quelques petites techniques aussi pour vous donner pour vous-même des matrices pour lesquelles vous pourriez faire des études assez similaires à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et puis voilà. Bon, donc on est parti. Alors par contre j'ai un petit problème. Hop, on va le laisser tranquille là. Ok. Bon alors déjà, jusqu'ici on a parlé d'espace vectoriel sans forcément vraiment introduire ce qu'était un espace vectoriel. On a dit quelques petites choses, mais bon, il n'y a pas vraiment eu une définition propre d'un espace vectoriel. Bon. J'ai oublié de rappeler que ce cours c'est vraiment un plus, ça ne va pas être dans l'examen, c'est juste pour vraiment faire une ouverture sur l'ensemble de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ok, donc on va commencer par déjà une définition. Alors, disons, on va commencer par un grand 1, espace vectoriel. Donc une définition vraiment propre de ce qu'est un espace vectoriel. Donc un espace vectoriel, un R espace vectoriel, qu'on note en général E, est un ensemble muni de deux opérations qu'on note plus et point, tel que, enfin, défini, voilà, plus et point, défini par, par deux points. L'opération plus, ou on appelle ça aussi la loi plus, c'est une opération qui va prendre deux éléments de l'espace vectoriel et renvoie un élément de l'espace vectoriel. C'est comme une fonction, si vous voulez, mais une fonction avec deux variables. Et puis, on a la loi point qui va prendre un réel et un vecteur, puis va lui associer un vecteur. Donc évidemment, j'ai oublié de le dire, mais les éléments de l'espace vectoriel qu'on considère, c'est appelé un vecteur. Ok, exactement, parce que vous allez retrouver l'analogie avec tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant sur les vecteurs dans Rn. Ok, donc dans R2, dans R3, et plus si affinité. Donc, on a ces deux opérations telles que, donc définies par, et telles que. Donc on a les choses suivantes. Alors la première chose, c'est que la loi plus est associative. Il y a plein de trucs, il y a plein d'axiomes. Donc la loi plus est associative. Associative, ça veut dire que si je prends U, V et W dans E, on a U plus V plus W. Si je mets des parenthèses comme ça veut dire que je dois faire U plus V en premier, puis plus W. Bah, il se trouve que ça va être la même chose que faire U plus V plus W. Deuxième point, il faut que, toujours par rapport à la loi plus, il faut que la loi plus admet un élément neutre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un vecteur qu'on note en général 0. Et vous allez
allez très vite comprendre pourquoi, tel que pour tout U, dans E, U plus 0 égale U égale 0 plus U. Okay. Remarquez que je n'ai pas mis de flèche, c'est tout à fait normal. Quand on parle d'espace vectoriel de manière générale, il n'y a pas de flèche. Okay. Donc, on a ça, et qui plus est, cet élément neutre sera unique. Hop. Ok. Troisième point, c'est que pour tout U, il existe un unique V dans E tel que U plus V égale 0 égale V plus U. Je suis en train de me demander, mais je crois que oui, qu'il faut que ce soit commutatif, donc je vais l'ajouter aussi. 4. Il faut que la loi plus soit commutative. Donc oui, opération peut aussi se dire loi, hein. Vu que j'ai tendance à dire beaucoup de fois loi, je vais quand même l'écrire. Donc quand je dis loi, c'est la même chose que opération. Donc la loi plus est commutative, ça signifie que si je prends U et V deux vecteurs, alors U plus V c'est la même chose que V plus U. Ok, donc ça c'est 4 choses, c'est pour la loi plus. Alors, toute seule. Maintenant, il faut quelques petites choses pour la loi point. Et les petites choses, vous allez les reconnaître. Hein. Déjà, la loi plus, normalement, ça doit vous faire penser à ce qu'on a étudié. Hein. Vous mettez des flèches et normalement, ça correspond à ce qu'on a déjà vu. Donc, pour la loi point, qu'est-ce qu'il doit y avoir de particulier? Il doit y avoir les choses suivantes. Si je prends un nombre alpha, donc pour alpha, bêta des réels, et U un vecteur, alors alpha point bêta point U, ça doit être égal à alpha bêta fois U. C'est une espèce d'associativité pour la loi point, si on veut. Et quand je ne mets pas de point ici, c'est juste la multiplication entre les deux réels. Donc par exemple, 2 fois 3, enfin si vous faites 2 points 3 point U, c'est la même chose que faire 2 fois 3, donc 6, 6 point U. Exactement le type de calcul qu'on fait pour les vecteurs. Ok? Donc on a ça. On a aussi la distributivité. Ce sont des termes qui doivent vous parler, hein, parce qu'on en a parlé au tout début de cours. Et je vous avais dit que ça expliquait une certaine structure d'espace vectoriel. Mais comme je l'ai dit, j'avais jamais donné vraiment une définition propre de ce qu'était un R espace vectoriel. Là voilà hein, la définition, et vous voyez que c'est très 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 proche de tout ce que nous avons vu. Donc la distributivité, c'est quoi? C'est que si je fais alpha.u plus v, alors ça c'est la même chose que alpha.u plus alpha.v. Mais il y a aussi la distributivité pour les réels, donc si je fais alpha plus bêta.u, c'est la même chose que alpha.u plus bêta.u. D'ailleurs, j'ai eu tendance maintenant à mettre des flèches, parce qu'on a mis beaucoup de flèches pendant ce cours. Mais voilà, il n'y a pas de flèches. Okay, donc là, pour tout alpha, bêta des réels, u, v des vecteurs. Ok, il me reste encore deux choses qui peuvent se réunir en une seule. Et je pense que j'aurais donné toutes les axiomes d'un espace vectoriel. Les dernières choses qu'il faut vérifier, c'est que si je fais 0 fois le vecteur U, ça fait 0, ça fait le vecteur 0. Alors attention, ne confond pas le vecteur 0 avec... Donc pour ne pas les confondre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un indice E pour le 0 de l'espace vectoriel. Voilà, donc là je mets E. Et puis si je fais 1 fois U,
Là, ça va faire U. Et normalement, je n'ai rien loupé. Voilà tous les axiomes que doit vérifier un espace vectoriel. Ok, bon, ben, on connaît un exemple, même deux exemples, qu'on a suivis pendant tout ce cours. Hop. Donc les deux exemples qu'on a suivis pendant tout ce cours, c'est déjà le premier essentiel, puisque c'est tout le cours, c'est vraiment lié à tout ce qu'on a fait dans le cours. Ben, ce sont les vecteurs. Donc les vecteurs de Rn munis de l'addition, donc de l'addition coordonnée à coordonnée, coordonnée à coordonnée, et de la multiplication. La multiplication par un réel classique. Par un réel. Alors ça, c'est l'exemple numéro 1 qu'on a vu au tout début du cours, d'accord, qui vérifie, si vous relisez le début du cours, vous allez revoir des axiomes qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai dit là. Donc c'est tout à fait normal, c'est la même chose. Il y a aussi un autre exemple, c'est les matrices. Un autre exemple qu'on connaît bien, les matrices de Mn de R. Et en fait, oui, donc Mn de R, mais en fait je pourrais aussi travailler avec les matrices dans MNP, puisque là on n'impose pas, donc c'est ce que je vais écrire maintenant, MNP de R. Donc les matrices de taille n fois p, n ligne p colonne, c'est un R espace vectoriel parce que je peux additionner des matrices entre elles, aussi coordonnées à coordonnées, je peux les multiplier par un nombre, il n'y a pas de problème. On ne demande pas de multiplication entre les matrices, on demande juste de pouvoir faire ces opérations que je viens de citer, c'est bien le cas. Donc ces matrices, ça marche. Bon, et puis on va faire maintenant des exemples un peu moins évidents. Donc on pourrait avoir aussi les fonctions de R vers R. Bah oui, si je prends deux fonctions, je peux très bien les additionner, ces deux fonctions, en faisant f de x plus g de x, par exemple. Je peux très bien faire f de x, enfin je peux multiplier une fonction par un nombre, donc lambda fois f de x par exemple, ou k fois le f de x, ça marche aussi. Et puis bah tout se comporte super bien, hein, je peux développer, etc. Ça se passe vraiment très bien. Donc les fonctions, en effet, vérifient cette propriété. Ok. Alors parmi les fonctions, il y a des sous-familles qu'on peut regarder de ces fonctions, parce que là, les fonctions comme ça, de manière générale, il peut se passer vraiment n'importe quoi, mais on pourrait regarder des sous-familles comme les fonctions continues. Fonction continue. D'un intervalle vers un autre, si on voulait. Enfin, en tout cas, d'un intervalle vers R. Pour être mieux, hein. Mais sinon, c'est pas vrai. Mais d'un intervalle vers R, ou I intervalle. On peut regarder les fonctions dérivables si on veut. On peut regarder les fonctions même dérivables une infinité de fois. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des fonctions C infinies. N'ayez pas peur hein, si j'envoie des termes un peu plus compliqués. Donc C infini, ça signifie que je peux dériver autant de fois la fonction que je veux. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir vu les fonctions, je donne un exemple très simple, je prends l'exponentielle. La fonction exponentielle, je peux la dériver une infinité de fois, donc ça fait partie des fonctions C infini. Okay, je peux aussi regarder les polynômes. Un polynôme, normalement, même dans ce cours, on en a parlé, donc ça devrait aller. Les polynômes, c'est les fonctions que je peux écrire sous la forme de a, enfin d'un certain truc x puissance n, x puissance n moins 1, et ainsi de suite jusqu'à
la constante 1. Ok. Bon voilà, donc déjà il y a encore pas mal d'autres familles qu'on pourrait regarder là-dedans. Et puis si on veut, on peut même définir abstraitement un espace vectoriel. On peut se donner un ensemble, n'importe lequel, et puis construire un espace vectoriel à partir de celui-là. Rien ne l'empêcherait. Bon. Alors voilà ce qu'est un espace vectoriel de manière générale. J'aimerais juste vous sensibiliser aussi au fait que pour l'instant, je pourrais travailler ailleurs que sur les réels. Je pourrais travailler avec les nombres complexes. D'accord? Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous pouvez jeter un œil. Mais je peux aussi travailler avec les nombres rationnels. D'accord? Donc, je vais faire juste cette remarque. On peut remplacer R par C. Donc, c'est l'ensemble des nombres complexes, ou par Q, l'ensemble des rationnels. Et en fait, on pourrait faire même plus général, on peut remplacer par n'importe quel ensemble pour lequel on peut avoir un inverse pour n'importe quel élément de cet ensemble. Donc là, par exemple, les réels, on peut avoir un inverse de n'importe quel nombre, sauf 0. Le complexe, pareil. Les rationnels, c'est pareil. Si je vous donne une fraction qui n'est pas 0, vous pouvez l'inverser. Ok? Donc. Mais ça, je ne vais pas l'écrire parce que c'est plus compliqué. On appelle ça des corps, pour ceux qui veulent jeter un œil. Mais ok. Bon, voilà, alors déjà quelques exemples, quelques petites propriétés, etc. C'est plutôt cool. Bon. Alors à la suite de la définition d'espace vectoriel, on a été tenté de définir très rapidement la notion de produit scalaire. Ok, alors il y a une définition de produit scalaire plus générale qui existe. Ok, et je vais vous la donner à présent. Donc, hop. Je ne sais pas si je vais appeler ça le petit e. Bon, je vais peut-être mettre espace vectoriel, espace euclidien. Je change un tout petit peu le nom. Euclidien, vous allez très vite savoir qu'est-ce que c'est. Donc, définition suivante, c'est la définition de produit scalaire. En effet, je vous ai donné un exemple de produit scalaire que nous connaissons. En fait, c'est ça. Je vous ai juste donné un exemple de produit scalaire. Produit scalaire qui est le plus classique et celui qu'on utilise le plus souvent. Mais il se trouve qu'il en existe plein d'autres de produits scalaires. Ok ? Et donc, je vais vous donner la définition de produit scalaire, vraiment à proprement parler. Et puis, on va voir que celui qu'on a étudié, c'était un exemple de produit scalaire. Et puis, il y en a d'autres qu'on pourrait regarder. Donc, définition, un produit scalaire sur un espace vectoriel E, donc sur E, est une opération. C'est aussi une loi, si on veut, quelque part. Donc c'est une opération qu'on peut noter plus généralement comme ceci. Donc qui va de E croix E, mais cette fois-ci on va vers les réels. Donc tel que le point. Eh bien, première chose, il faut que si je fais U plus V scalaire W, donc on peut dire scalaire, hein, exactement comme on le faisait avec le produit scalaire habituel, et bien ça fait la même chose que U scalaire W plus V scalaire W. Là, c'est aussi une question de distributivité. Hein. Voilà. On appelle ça plutôt la linéarité. Donc je vais peut-être écrire la deuxième chose pour avoir vraiment linéarité. Si je fais alpha U scalaire W, ça va faire alpha scalaire, enfin, alpha fois U scalaire W. D'accord? Donc les deux choses ici correspondent à la linéarité, ce qu'on appelle la linéarité du produit scalaire.
Alors du produit scalaire, normalement, à gauche, parce que ce que j'ai écrit, c'est tout ce qui se passe à gauche. Ok? Donc pour U, V, W dans E et alpha dans R. Deuxième chose, c'est on doit avoir la symétrie. Donc c'est quoi la symétrie? C'est dire que si je fais U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. Oups. Donc pour U, V dans E. Ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie. Donc ça signifie du coup que si on a les deux premiers points, vérifier la linéarité à gauche, ça revient à vérifier la linéarité à droite, donc ça marche dans des deux côtés, les formules. C'est bon? Ok. Un autre truc, c'est la positivité. Donc si je fais U scalaire U, ça doit être positif ou nul. Et enfin, donc ça c'est ce qu'on appelle la positivité. Je vais peut-être entourer les termes techniques. Donc symétrie, positivité, et enfin, le quatrième point, c'est ce qu'on appelle la définie positivité. Donc si le produit scalaire U vaut 0, ça implique que U est égal à 0E, donc égal au vecteur nul. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la définie positivité. Avec les deux. Les deux points 3 et 4 nous donnent le fait que c'est défini positif. Ok, alors encore une fois, exemple. Alors je vais bien l'effacer, c'est un peu bête, donc je vais laisser exemple. Tout ce que je viens d'énoncer est vérifié par le produit scalaire que nous connaissons bien à présent. Exemple. Donc, l'exemple que nous connaissons bien, c'est le produit scalaire U, V. Nous avons étudié, vérifie les points de la définition. Mais donc comme je vous l'ai dit, on aurait pu définir un autre produit scalaire. Rien n'aurait pu nous empêcher de définir un autre produit scalaire que celui-là. A priori en tout cas. Okay. Donc là je vais vous en donner un autre exemple, mais plutôt dans les fonctions. Juste pour dire. Donc si je travaille avec les fonctions, donc si E est l'ensemble des fonctions continues, je vais l'appeler comme ça C0 de R. De R vers R. Donc là c'est moins facile, mais c'est un produit scalaire qui fonctionne. Le produit scalaire de F avec G peut se définir comme l'intégrale par exemple de 0 à 1 de F de T, G de T, dt. Voilà, vous voyez là, je fais appel à des notions différentes, vraiment différentes là, j'ai l'impression. Donc là, je vais peut-être pas faire de R vers R parce que sinon ça marche pas, mais plutôt de I de l'intervalle 0,1 vers R. Donc de 0,1 vers R. Ok, donc ça c'est aussi un produit scalaire. On peut assez facilement vérifier les trois premiers points. Le quatrième est moins facile, mais il est tout aussi vrai, d'accord. Ça demande quelques connaissances sur les fonctions continues.
Mais sinon, au-delà du 4, je vous demande juste par vous-même, si vous voulez, de vérifier que les 3 premiers points sont bien vérifiés, sont bien par ce produit scalaire-là. Okay. Donc on pourrait définir ce produit scalaire. Rien n'empêcherait aussi de modifier un tout petit peu ce produit scalaire. Donc je pourrais aussi définir, par exemple, le produit scalaire de f avec g comme étant l'intégrale de 0 à 1 toujours, mais je modifie un petit peu en disant je fais f de t fois g de t sur... Alors, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée. Peut-être pas sûr, mais peut-être fois racine de t, par exemple, je pourrais faire. Juste pour vous dire qu'on peut modifier vraiment le produit scalaire, là on peut, et on va comprendre très vite que ça peut... Voilà. Donc là par exemple, si je fais ça, comme cette fonction ici, la fonction racine carrée, elle est positive, sur 0,1, eh bien, ça va encore une fois vérifier les premiers points, et le dernier point sera aussi vérifié. Un petit peu moins facilement encore le 4e point. Ça sera un petit peu plus difficile encore de vérifier. Bon, il n'y a pas grand chose comme changement de difficulté entre les deux, mais bon, c'est un petit peu plus subtil, mais le point 4 est encore vérifié. Alors on peut faire encore d'autres exemples. Si on travaille aussi avec les fonctions de polynômes, et par la même occasion, je vais vous donner la notation de l'ensemble des polynômes aussi. Donc si je prends E égale R crochet X, je peux définir le produit scalaire comme étant donc, un polynôme P avec un polynôme Q. Ça pourrait être l'intégrale de... Alors là, je vais vous donner vraiment un truc vraiment... Je vais aller très fort et très loin, mais c'est un produit scalaire qui s'étudie aussi. Je pourrais faire l'intégrale de moins infini à plus infini de P de T, Q de T, exponentielle T carré, moins T carré dt. Ah là, c'est encore plus subtil et plus difficile. D'accord? Parce que là, déjà, les calculs d'intégrale, on aime ou on n'aime pas ça. Mais alors en plus, si je me lance à faire des intégrales sur des moins infinis plus infinis, la question est de savoir aussi si c'est bien défini. Ah, ça peut être une question. Est-ce que c'est bien défini? Bon, bah... Il se trouve que oui, ça va être bien défini, mais pareil, il va falloir beaucoup plus d'outils pour comprendre pourquoi ça fonctionne. Nous, on va peut-être faire un exemple avec ça, et puis bon, si le temps le permet, avec un autre exemple de produit scalaire, mais bon. Je peux encore donner un autre exemple dans R crochet X, je pourrais faire un truc un petit peu plus simple à comprendre. Si je prends deux polynômes P et Q, je pourrais considérer le produit scalaire défini par... Alors dans ce cas-là, il faut que je travaille avec des polynômes de degré inférieur ou égal à quelque chose. Donc si je prends E égale Rn crochet X, où N est un nombre naturel, et Rn crochet X, c'est les polynômes à coefficient réel, de degré inférieur ou égal à n. Donc si je considère cet espace vectoriel, eh bien je peux définir le produit scalaire comme étant P0 fois Q de 0 plus P de 1 fois Q de 1 plus blablabla plus P de n fois Q de n. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est un produit scalaire qui est pas si... Enfin, qui ressemble quand même beaucoup au produit scalaire que nous connaissons dans Rn, mais qui est quand même un petit peu plus général, parce que là, j'ai fait 0, 1, 2, 3, mais on pourrait mettre autre chose. Pareil, rien n'empêcherait de mettre moins 1, 5, etc. On pourrait changer. Tant que les valeurs sont distinctes, ça peut marcher, ok, ce produit scalaire fonctionne. Bon. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose de super... Enfin, les trois premiers points sont faciles à vérifier, c'est juste le dernier point qui est un peu moins facile à vérifier. Et ça va venir du fait que
si P de P, donc ça je peux le dire vite fait quand même, si P scalaire P vaut 0, ça voudrait dire que tous les termes au milieu valent 0, donc P de 0 vaut 0, P de 1 vaut 0, jusqu'à P de n vaut 0. Et ça voudrait dire que le polynôme admet plus de racines, donc n plus une racine, plus de racines que son degré. Donc ça voudrait dire que le polynôme vaut 0. Ça vient de là. D'accord? Pour ceux qui comprennent un petit peu ce que je viens de dire, sinon c'est pas grave. Ok? Bon, voilà. Encore une fois, c'est juste pour vous faire plaisir et pour vous ouvrir un peu l'esprit. Donc c'est pas... ce cours-là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de chaque chose. Je vais juste vous montrer ce qui existe et à quel point on peut aller loin. D'accord? J'espère qu'avec ces exemples, je vous montre bien à quel point on peut aller loin. Et donc un espace euclidien, je vais quand même définir ce que c'est un espace euclidien. Donc, un espace euclidien, E, est un espace vectoriel, un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Donc un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Ok, donc voilà. Il y a peut-être des petites subtilités sur la définition, parce que peut-être que l'espace euclidien c'est plutôt pour les espaces de dimension finie. Là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de dimension, mais dans les vecteurs que nous travaillons, on travaille vraiment la dimension finie, puisqu'on travaille avec Rn, donc dimension n au plus. Là, avec les fonctions ici, c'est infini, hein, parce que là, on en a plein de fonctions possibles, tellement qu'on pourrait même définir une famille libre aussi grand qu'on veut. D'accord? Pareil pour R crochet x, la famille libre la plus simple serait 1x, x carré, x cube, etc. Je continue toutes les puissances de x. Là par contre c'est de dimension finie lui. R crochet x c'est de dimension finie, donc ça peut être, c'est plutôt intéressant ça aussi quand même d'avoir cette chose. Ok, donc voilà. Alors, à partir d'un produit scalaire, on peut aussi définir une norme. D'accord? Donc je vais définir ce que c'est une norme de manière générale, je vais faire pareil, je vais définir ce que c'est une norme de manière générale. Puis je vais vous dire que à partir du produit scalaire, on a une norme. Et puis je vais montrer qu'il y a des normes qui peuvent ne pas provenir d'un produit scalaire. Ok? Juste, voilà. Toujours dans cette partie. Et puis après on va passer à la deuxième partie où on va faire des exemples de généralisation des choses que nous avons vues dans tout ce cours. Donc, et faire quelques calculs. Donc, définition. Une norme sur un espace vectoriel E est une fonction donc on note exactement comme on l'a noté pour les normes de vecteurs, hein, donc qui va de E vers les réels, et telle que... Alors, la première chose, c'est que la norme d'un vecteur, c'est toujours positif. Ah. Je ne peux pas m'empêcher de mettre des symboles. Donc, pour tout U dans E. Ensuite, on doit vérifier ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, on en a déjà parlé aussi. D'accord? Je vous rappelle, c'est au niveau du cours 2. La norme de U plus V, on ne l'avait pas écrit sous la forme d'une norme, mais on l'avait écrit sous la forme d'un triangle. Bon, la norme de U plus V, c'est plus petit que la norme de U plus la norme de V. Troisième point, il y a une question aussi d'espèce de linéarité. Donc si je fais la norme de alpha fois U, ça c'est égal à la valeur absolue de alpha fois la norme de U. Je rappelle que la valeur absolue c'est la même chose que de prendre le nombre et d'en enlever le signe. D'accord? Donc on a ça, toujours pour U dans E. Et enfin le dernier point, un peu comme pour le produit scalaire, il faut que ce soit défini positif, c'est-à-dire que si j'ai une norme de U qui vaut 0,
ça implique que U égale 0. Et donc à partir d'un produit scalaire, on peut définir une norme. Et là, vous allez voir d'un autre œil le produit scalaire que nous étudions depuis le début, et de se dire, ah bah oui, en effet, la norme que nous étions en train d'étudier, c'est celle qui est liée au produit scalaire que nous travaillions. Donc, encore une fois, exemple. Donc si je prends le produit scalaire classique, donc on va travailler dans R2 juste pour qu'on puisse voir un peu plus ce qui se passe. Donc dans R2, le produit scalaire de... Donc si je prends le vecteur U comme étant x, y et v comme le vecteur AB, eh bien, on avait que U scalaire v, c'était xa plus yb. Ok? Et bah, la norme, je vous fais le parallèle, la norme de U, c'était racine carrée de x carré plus y carré. Mais en fait, x carré plus y carré, bah, c'est le produit scalaire de U avec U. Donc c'est un racine carrée de U scalaire U. Et en fait, de manière générale, pour tout produit scalaire sur un espace E, donc produit scalaire qu'on va noter comme ça, nous pouvons définir la norme associée, une norme associée par deux points. La norme de U, c'est égal à racine carrée du produit scalaire de U avec U. Et donc, bah, juste en s'inspirant de cet exemple, eh bien, la norme de... Si par exemple je revenais sur l'exemple moins facile de l'espace des fonctions continues, de 0,1 vers R, et que je reprends le produit scalaire f, g est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t, g de t, dt, eh bien, je peux définir la norme de f comme étant l'intégrale de, enfin racine carrée de l'intégrale de 0 à 1 de f de t carré dt. Donc ceci me donne une distance, hein. Je vous rappelle qu'une norme c'est lié à une distance, d'accord? Donc là en fait ça me permet de donner des distances entre des fonctions. Donc si je veux par exemple la distance entre f et g, ce que je pourrais faire, c'est faire, donc ça serait la norme de f moins g, et donc je pourrais calculer la racine carrée de l'intégrale de 0 à 1 de f moins g au carré dt. Donc f de t moins g de t, j'ai oublié de mettre des 2t, mais hop, je vais le mettre. Donc f de t moins g de t carré dt. Vous voyez là, on peut définir maintenant des distances, des longueurs entre des fonctions. C'est quand même pas mal ça, hein. D'accord? C'est beaucoup plus général maintenant que ce que nous avions jusqu'à maintenant. Alors avant de passer à la partie 2, je vais maintenant donner un exemple d'une norme qui ne vient pas d'un produit scalaire. Et je vais mettre en avant en fait une propriété que vérifie une norme qui vient d'un produit scalaire et la contredire avec un exemple. Donc si je prends... Et ça permet de dire, bah en fait, c'est vrai qu'on pourrait prendre d'autres normes. Donc je vais juste mettre en avant la chose suivante. Si je fais, donc, soit, disons, la norme de U égale à un certain... à la norme de U au carré, je me permets de mettre au carré pour éviter de mettre des racines carrées, c'est U scalaire U. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de lettres. N'ayez pas peur, il va y avoir des exemples, un peu de calcul, mais ça viendra après. J'aimerais juste vous philosopher, si vous voulez, sur la suite, hein, sur tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et puis vous montrer qu'on peut aller maintenant sur de l'abstrait, un petit peu plus d'abstrait, et comprendre déjà un petit peu mieux ce qui
qui pourrait se faire, du moins. Bon, donc, si je considère la norme de U comme étant la racine carrée du produit scalaire, donc je le réécris comme ceci, d'un certain produit scalaire, qu'est-ce qui se passe si je calcule U plus V carré plus, non, je sais plus si c'est plus, oui c'est plus, U moins V carré. Alors, que se passe-t-il si je fais ce calcul? Bon, ben c'est parti, alors j'ai U plus V plus U moins V scalaire U moins V. Et comme vous pouvez vous en douter, comme c'est un produit scalaire, ça doit se comporter à peu près comme le produit, et c'est vrai. Et donc, bah, pensez aux identités remarquables. Donc ceci me donne la norme de U au carré, parce que c'est U scalaire U, plus 2 fois le produit scalaire de U avec V, plus la norme de V au carré. D'accord? U carré, plus 2 fois UV, plus V carré, plus norme de U au carré, moins 2 fois le produit scalaire de U avec V, plus norme de V carré. Et vous voyez que les produits scalaires s'en vont, et les U, je peux les rassembler, les V, je peux les rassembler, je vais avoir 2 fois la norme de U au carré, plus la norme de V au carré. C'est-à-dire que la norme que nous avons pour le produit scalaire vérifie également cette égalité. Hein, d'accord? Donc l'égalité que nous venons de mettre en avant, entre les normes ici et la norme ici, c'est ce qu'on appelle l'égalité du parallélogramme. Ou identité du parallélogramme. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? On va faire vite fait un petit dessin. Donc si je prends, ça c'est le vecteur U, ça c'est le vecteur V. Ok? U plus V, je pense maintenant, ça doit être clair dans votre esprit comment ça marche de faire U plus V. Donc U plus V, je suis ici. Donc U plus V, il se trouve là. Je vais mettre juste des pointillés pour dire que j'ai fait U plus V. Ok? Donc là, le bleu plein, c'est U plus V. Et puis, il faut faire U moins V. Alors, U moins V, donc U moins V, ça veut dire que je vais vers le bas. Peut-être une autre couleur, si c'est possible, je vais essayer. Peut-être le rouge. Donc, si je fais U moins V, alors moins V, ça veut dire que je dois aller dans ce sens-là. Voilà. D'accord? Et ce qu'on est en train de dire, c'est que la norme au carré de lui plus la norme au carré de lui, donc le bleu au carré plus le rouge au carré, ça fait 2 fois la norme de V au carré plus la norme de U au carré. Ok? Donc, et pourquoi identité du parallélogramme? Parce que bah, si on regarde bien, en tout, on a à faire un parallélogramme, hein, ça. Si vous refermez un peu la figure, nous avons 2 parallélogrammes qui sont construits, qui nous forment un grand parallélogramme. Donc voilà pourquoi ça s'appelle identité du parallélogramme. Et qu'il y a une question d'angle droit, si vous voulez, si vous regardez bien, vous avez affaire à une question de 2 fois l'angle droit ou quelque chose comme ça. Donc, bon. Ça peut faire penser à Pythagore par la même occasion. Mais... ok. Bon, et puis bah, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, il existe des normes qui ne viennent pas de produits scalaires grâce à une norme qui ne va pas vérifier cette égalité. Donc on va regarder, et on va rester avec notre exemple sur les vecteurs. Puis on va faire un exemple avec des nombres, un peu plus de nombres. Parce que là, jusqu'ici, on n'a pas vraiment de nombres. Hop. Je vais définir une norme. On va appeler la norme infinie. C'est ce qu'on appelle la norme infinie. Considérons la norme infinie de vecteur U, par exemple. Je vais effacer le vecteur V. Donc la norme infinie de U comme étant le max des valeurs absolues de X, valeurs absolues de Y. Bon, bah j'affirme que ça, c'est une norme. D'accord? Donc, est une norme. Je ne vais pas faire la vérification, je vous laisse le faire par vous-même. Je peux faire juste le dernier point, si vous voulez, le 4.
le point 4 qui n'est pas toujours des plus faciles, mais ici, bon, ça va encore. Donc si j'ai la norme, je vous fais juste le point 4, donc si la norme d'infini de u vaut 0, bah, ça veut dire que le max de valeur absolue de x avec valeur absolue de y, ça vaut 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y est égale à 0. Donc ça veut dire que x égale y égale 0. Et donc, u est égal au vecteur nul. Voilà, donc c'est bien une norme infinie. Ça sera bien une norme, donc on a 4, mais après il faudra vérifier les autres. Je vous laisse le faire. Donc les autres points à vérifier. Et puis en prenant un bon exemple, je vais vous mettre en contradiction cette égalité. Ça permettra de dire que la norme infinie ne vient pas d'un produit scalaire. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors normalement, on devrait pouvoir y arriver en prenant des choses un peu au hasard. Donc si je prends le vecteur u comme étant peut-être celui-ci, et le vecteur v comme étant 0, 2, peut-être. À voir si ça marche. Voyons. Donc si je prends celui-là, la norme de u plus v infini, bah, u plus v ça fait 1, 3, d'accord? Je vais peut-être les écrire ça. U plus v ça fait 1, 3, et u moins v ça fait 1, moins 1. D'accord? Donc 1, 3, le max des deux c'est 3 en valeur absolue. Ensuite, la norme de u moins v infini, ça me donne 1. Puisque moins 1 et 1 en valeur absolue, ça donne la même chose, ça donne 1. La norme infinie de u, c'est aussi 1. Et la norme infinie de v, c'est 2. Ah. Bon, et puis si je réécris l'égalité, ça veut dire que lui au carré plus lui au carré, donc 9, donc 3 au carré plus 1 au carré, ce devrait être égal à 2 fois... Ah, c'est pas de chance, je crois que je suis tombé sur un truc qui fonctionne. Donc, peut-être faire 1 ici. Ça arrive. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. 2. Et du coup ici nous avons juste 1, 0. Donc la norme infinie de lui ça fait 3. Donc là ça fait plus 3, ça fait 2. La norme infinie de lui ça fait 1. La norme infinie de lui ça fait 1. Et la norme infinie de V ça fait 1. Voilà, donc on l'a refait. Donc là cette fois-ci ça va fonctionner, puisque là je vais avoir 2 au carré plus 1 au carré est égal à 2 fois la norme de u au carré, donc 1 au carré, plus 1 au carré. Et là vous voyez que ça ne marche pas, puisque ici on a 5, et ici on a 4. Donc voilà, du coup ceci me met en avant que la norme infinie ne vient pas d'un produit scalaire. Tout ça pour dire qu'il existe des normes qui ne sont pas forcément définies par des produits scalaires. Voilà. Ok? Bon. Bon voilà, voilà tout ce que je voulais dire en tout cas sur cette première partie. Je vais maintenant lancer une deuxième partie où je vais faire des calculs, quelques petits calculs. Juste pour vous montrer une généralisation de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc là, vous voyez déjà la notion de produit scalaire et tout ça. Ok. Je pourrais aussi, mais je vais manquer de temps, je pourrais aussi vous parler d'application linéaire, qui est la généralisation de nos transformations linéaires. Je pourrais aussi vous faire le lien entre les matrices, la question de matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice d'une application linéaire? On pourrait le faire à partir d'une base de l'espace vectoriel, et de l'espace vectoriel d'arrivée aussi. On verrait que ça dépendrait de la base. On pourrait vraiment parler de beaucoup de choses.
Malheureusement, en 1 heure, c'est un peu compliqué de parler de toutes les choses. Mais j'aimerais peut-être vous refaire une espèce de révision, mais à travers cet exemple un peu plus général, d'un calcul de distance. Ok, puisque bon, là, je vous mets en avant qu'on peut calculer des distances. Je vous mets aussi en avant, d'ailleurs, en changeant de norme, que je pourrais faire des calculs de distance différentes suivant les normes. Voilà. Alors, je pourrais vous dire, et je vais le dire, que les normes en dimension infinie sont équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde des distances par rapport à une norme, la regarder par rapport à une autre norme, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que travailler dans R2, dans R3, avec le produit scalaire que nous avons, c'était tout à fait correct. Par contre, en dimension infinie, c'est plus tout à fait vrai. Ça n'est plus vrai du tout même. Et suivant la norme, les distances, c'est pas les mêmes. D'accord? C'est pas la même chose. Après, les résultats sont pas les mêmes, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Les résultats pour les normes en dimension finie, c'est pas les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura aucun moyen de faire un lien entre les normes en dimension infinie, alors qu'en dimension finie, on peut faire des liens entre toutes les normes. D'accord? Donc c'est... Voilà, c'est un peu plus subtil. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai dit, mais bon. C'est pas très grave si je ne suis pas clair, parce que là j'utilise beaucoup de mots soutenus, si vous voulez. Donc, évidemment, je n'attends pas du tout de ce cours que vous ayez tout compris. J'attends juste de ce cours que vous ayez cette ouverture d'esprit qui vous dit « Ah oui, en effet, tout ce qu'on a vu, en fait, on peut vraiment généraliser et aller plus loin. » Ok ? Ah oui, avant de passer à la partie 2, j'ai oublié de dire aussi un autre truc, c'est que pour les espaces vectoriels, je l'avais dit un peu, mais on pourrait aussi avoir... Là, espace vect. Un autre exemple d'espace vect, c'est des solutions d'équations différentielles. Donc l'équation différentielle de la forme, par exemple, y, je vais vous donner un exemple, y seconde plus a, y prime plus b, y égale 0. Donc par contre, il faut que le second membre, donc le terme de l'autre côté de l'équation différentielle, vale 0. Donc je parle d'équadif pour ceux qui ont fait quelques calculs différentiels, ça va leur parler. Il se trouve que les solutions d'équations différentielles, c'est aussi des espaces vectoriels. Voire des espaces qu'on appellera affines, si ce truc-là n'est pas 0. Affine, ça va vous faire repenser à quelque chose aussi, c'est pas pour rien. Et il se trouve que la dimension de l'espace vectoriel dépend simplement de l'ordre de notre équation différentielle. Donc là, l'ordre 2, ça veut dire qu'on a affaire à un plan. C'est quand même assez étonnant. Mais oui, on a affaire à un plan. Alors pensez aux solutions d'une équation du second degré, du second ordre. Quand on résout ce genre de choses, en général, quand un delta est positif, on peut se retrouver avec une certaine exponentielle, une autre exponentielle, et puis on écrit lambda fois le premier et mu fois le deuxième. C'est exactement un plan. C'est une formule paramétrée, puisque lambda et mu, je peux les choisir comme je veux. D'accord? Donc bon, je veux vraiment, voilà, j'espère que ça vous dit là, ah oui, en effet, c'est marrant. Bah oui. Bon, donc à partie 2 qui va être assez courte, mais c'est pas grave. On va faire un exemple de calcul. Exemple de calcul de distance. J'aimerais juste faire un exemple de calcul de distance en dimension supérieure pour vous montrer. Et puis avec des nombres, un peu plus de nombres. Juste pour vous montrer l'intérêt d'étudier ces choses-là. Et puis un intérêt d'étudier ces choses-là. Les distances entre les fonctions, ça peut avoir un gros intérêt pour avoir des distances entre les solutions qu'on veut et une solution approchée, par exemple. Ça peut avoir beaucoup d'intérêt en physique, beaucoup d'intérêt... donc vraiment, ok. Même en informatique, quand on veut chercher une solution optimale, ok. Donc, voilà. Donc disons qu'on cherche la distance. On va travailler dans l'espace vectoriel des fonctions continues. Je vais préciser. Donc on va travailler dans l'espace vectoriel, ou l'espace euclidien, maintenant je pense que vous l'avez compris. Donc l'espace vectoriel des fonctions continues 0,1 vers R, que je vais munir du produit scalaire dont on parlait un petit peu
Intégrale de 0,1 de f de t, g de t, dt. Donc là, voilà, ceux qui ont fait calcul d'intégrale vont se sentir à l'aise. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. J'expliquerai peut-être 2-3 petites choses de calcul d'intégrale, en espérant que vous ayez quelques petits restes de dérivés, mais c'est pas très grave. Donc, on a ça, et ce que j'aimerais, c'est déterminer la distance entre les fonctions affines. Donc les fonctions affines, c'est les fonctions qui s'écrivent x associe ax plus b, avec a et b des réels, et la fonction racine carrée de x. Donc x qui a associé racine carrée de x. Ok, j'aimerais déterminer la distance entre ces deux objets. Pour déterminer la distance entre ces objets, à partir du produit scalaire, ce qu'on peut faire, c'est exactement ce que nous avons fait dans les derniers cours. On peut déterminer une famille orthogonale dans cet espace, et à partir de la famille orthogonale, calculer le projeté orthogonal de la racine carrée sur cet espace. Et bien on va voir comment. Donc, comment il faudrait déjà donner une base de cet espace. Alors cet espace, on peut assez vite voir qu'on a affaire à une fonction, un plan, parce que ça ne dépend que de deux paramètres, A et B. Et si on regarde ce qu'il y a devant A et ce qu'il y a derrière A et derrière B, on comprend qu'on peut prendre comme fonction base f0, la fonction qui a x associe x, l'identité en fait, et f1, la fonction qui a x associe 1. Alors je pense que je devrais échanger les indices. Je vais échanger les indices. Ok. Bon, d'accord, ça c'est bien. Et puis maintenant, est-ce que cette famille est orthogonale ou orthonormée? Pour le vérifier, il faut faire le calcul. Alors si je fais le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 dx, d'accord, donc dt, pardon, c'est dt. La fonction 1, donc la fonction 1, je rappelle le calcul d'intégrale, où je l'explique. Le calcul d'intégrale, c'est faire un peu le contraire d'une dérivée. Donc là, quelle fonction a pour dérivée 1 Une fonction qui a pour dérivée 1, c'est la fonction t. Donc je pourrais prendre t, la dérivée de t, ça fait bien 1. Et je la calcule en 0 en 1, donc ça veut dire que je fais 1 moins 0, je remplace t par 1. Et ça me donne 1. Okay. Je l'explique, c'est juste pour ceux qui n'ont pas fait calcul d'intégrale, pour qu'ils puissent un peu suivre les calculs. Maintenant, si je veux l'intégrale, donc c'est 1 au carré que j'ai fait comme calcul. Donc en fait, j'ai fait le calcul de la norme de f0 au carré. On soit bien d'accord là-dessus. Maintenant, je fais le calcul de la norme de f1 au carré. Et la norme de f1 au carré, c'est t carré dt. Pourquoi? Parce que c'est la fonction x, je remplace x par t, je le mets au carré. Primitive, donc une fonction qui a pour dérivée t carré, si on connaît ses premières dérivées, on a t cube sur 3. Parce que la dérivée de t cube, ça fait 3t carré, et il faut diviser par 3 pour éviter le x3 qui apparaît. Et en remplaçant, on va se retrouver avec 1 tiers. Donc là, déjà, on voit que f1 n'est pas normé. Et puis, si je veux calculer le produit scalaire de f0 avec f1, là, il faut que je fasse le produit des deux fonctions, donc ça va juste être l'intégrale de t. Et cette intégrale de t, primitive t carré sur 2, la dérivée de t carré, c'est 2t. Ok, 0 à 1. Donc ça me donne 1 demi. Donc là aussi, on voit que les deux fonctions ne sont pas orthonormées. Ok, bon. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est de rendre cette famille orthonormée. Et comment on peut rendre une famille orthonormée? Eh bien, algorithme de Gram-Schmidt. Donc, algorithme de Gram-Schmidt, on est parti. Alors, je vais considérer... je vais mettre les mêmes noms exprès. Je vais considérer epsilon 0 comme étant f0 divisé par la norme de f0. Mais la norme de f0, on a compris que c'était déjà égal à 1. Donc, en fait, je
Je vais juste prendre la même fonction, donc qui a x associe 1. Et puis je vais définir epsilon 1, prime, donc étape 2, hein, ça c'était l'étape 1, étape 2 de Gram-Schmidt, epsilon 1 prime, bah, ça va être F1 moins le produit scalaire de F0 avec F1 fois F0. Ok, alors donc ça signifie que la fonction que nous avons ici, c'est la fonction qui a x associe, bah, F1 c'est x, et ça on sait que ça va aller 1,5, et F0 c'est 1, donc il faut que je fasse moins 1,5. Voilà. Et puis epsilon 1, donc troisième étape, je normalise. Epsilon 1, c'est donc ce truc divisé par sa norme, donc epsilon 1' divisé par la norme de epsilon 1. Donc évidemment, il faut que je calcule la norme de epsilon 1, donc l'intégrale de 0 à 1 de t moins 1,5 au carré dt. Bon là, il se trouve qu'on peut aussi faire un calcul un peu du même style, donc là on pourrait se dire primitif de t carré c'est t cube, donc je peux mettre t moins 1,5. Alors c'est un peu plus compliqué que ce que je dis là, mais c'est juste pour vous permettre de suivre le calcul, pour ceux qui n'ont pas fait le calcul d'intégrale. Donc j'ai ceci, et puis en faisant cela, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir, donc je remplace par 1, en remplaçant par 1, j'ai 1,5 au cube, donc ça fait 1 sur 8, donc ça fait 1 sur 24. Et puis si je remplace par 0, je vais avoir moins 1, donc plus 1 sur 24 à nouveau. Donc ça fait 1 sur 12. Donc ça c'est la norme de epsilon 1' au carré. Et donc ça veut dire que je dois faire 1 sur racine de 12 fois epsilon 1'. Maintenant que j'ai orthonormalisé ma famille, il me reste, donc j'ai fini, hein, j'avais que deux éléments qui généraient mon espace ici. Donc maintenant pour calculer la distance entre la racine carrée et les fonctions affines, bah, il ne me reste plus qu'à calculer le projeté orthogonal de la racine carrée sur l'espace. Et puis une fois que j'ai calculé le projeté orthogonal, il me restera à calculer la différence des deux. Donc, hop. Je vais peut-être faire encore un peu de calcul et puis bah, je vais arrêter ensuite parce que bon, ça fait déjà un petit... Là je déborde un peu l'heure que j'avais prévue, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas trop grave. Donc, bah, je veux calculer le produit. Donc là je veux le projeté orthogonal de la fonction racine carrée. Alors peut-être que je vais lui donner un nom, je vais l'appeler G. D'accord? Et donc, le projeté orthogonal c'est quoi? Bah, c'est exactement la même formule, sauf que là on a affaire à une famille orthonormée. Donc ce que j'ai c'est epsilon 0 scalaire G. Ah, je vais peut-être l'écrire de la même manière que... Excusez-moi. Hop. Donc ça fois epsilon 0 plus epsilon 1 scalaire G fois epsilon 1. Donc epsilon 0 scalaire G, bah ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de racine de t dt. Bon, je vous fais grâce du calcul, cette fois-ci je donne directement le résultat. Donc là ça va faire 2 tiers. Et puis si je fais le produit scalaire, donc là c'est un petit peu moins simple encore, de epsilon 1 avec g. Bon, j'ai un 1 sur racine de 12 que je dois traîner. Je vais mettre en facteur tout de suite. Et j'ai l'intégrale de 0 à 1 de t racine de t moins 1,5 de racine de t dt. Et donc ceci me donne quoi? Ceci me donne, donc j'ai 1 sur racine de 12. Et après, on va avoir 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes moins 1 tiers. Ok. Donc si je mets tout sur, donc là je vais avoir 6, là je multiplie par 5, donc ça fait 1 sur 15. Ok. Donc j'ai 1 sur 15, racine de 12. Voilà. Donc là j'ai obtenu donc
mon projeté orthogonal. Hop. Là, le projeté orthogonal, maintenant en remplaçant par les valeurs, ce serait 2 tiers de epsilon 0 plus 1 sur 15 racine de 12 epsilon 1. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est donc la distance. Je ne vais pas faire le calcul, mais juste pour dire ce qu'il me resterait à faire. Donc la distance entre, je sais pas, je vais l'appeler P exprès pour dire que c'est un plan. Donc la distance entre la fonction G et le plan qui est défini par les fonctions affines serait donc la norme de G moins le projeté orthogonal de G. Autrement dit, la racine carrée de... Donc j'écris le dernier calcul qui reste à faire. Intégrale de 0 à 1 de racine carrée de t moins 2 tiers de fois 1 plus 1 sur... Enfin moins encore. 1 sur 15 racine de 12 fois t moins 1 demi dt. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre des carrés. Voilà. Donc il restera à faire ce calcul, et en faisant ce calcul, on a déterminé la distance entre les deux fonctions, entre la fonction et le plan. D'accord? Donc autrement dit, en fait, quelque part, cette chose-là pourrait être une fonction qui approxime assez bien la racine carrée, d'après la norme ici, la norme qu'on est en train de regarder. Si on regarde une autre norme, ça ne serait pas la même fonction. Mais par rapport à la norme qu'on est en train de regarder, ça serait la bonne chose à faire. Ça serait la bonne fonction à regarder. Ok? Bon voilà, alors j'arrête ici la partie nouvelle et qui ne sera pas à l'examen final. Donc j'espère que ça vous a permis d'ouvrir un peu plus votre esprit sur ce qui peut se passer, sur les calculs qu'on pourrait faire ensuite. Vous voyez qu'on s'est amené, qu'on s'est ramené à du calcul d'intégrale. C'est quand même dingue, on était sur de l'algèbre, sur des vecteurs et tout ça, et après avoir fait quelques petites définitions et vous avoir montré qu'en fait on pouvait travailler sur des choses un peu différentes, on peut se ramener à des calculs d'intégrale. C'est quand même assez fou, quoi. Les questions de structure reviennent à des calculs d'intégrale. Des calculs, c'est quand même... Voilà. Moi je trouve ça très étonnant, très surprenant, et j'espère que vous l'êtes aussi. Et bon, malgré les calculs d'intégrale que la plupart d'entre vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Je veux juste que vous ayez compris la philosophie qu'il y avait derrière ça. Vraiment l'idée que il y a beaucoup plus à découvrir. Et malheureusement, le cours a une fin, hein, et donc c'est le dernier cours. Donc voilà, on s'arrête ici. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie concernant la révision pour l'examen 2. Allez, à tout de suite.